99,99% des influenceurs dans le monde des paris sportifs vont refuser de te répondre à ces 26 questions que je vais répondre dans cet épisode du Dorado Show. Ici Dorado, j'espère que vous avez la forme et vous êtes chaud patate pour ce nouvel épisode qui s'annonce épique. J'ai sélectionné 26 questions, à peu près, il y a dû en avoir d'autres. On fera peut-être un épisode 2 si cette vidéo elle marche et si ça vous intéresse. Mais 26 questions qu'en 15 ans, notamment en ligne sur internet, on a pu me poser sur les réseaux sociaux et notamment en privé. Si vous aimez l'initiative d'un milieu des paris sportifs plus juste, plus éthique, plus transparent, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, d'activer les cloches des notifications et de liker, commenter, partager, bref, de soutenir. Bon, on a du pain sur la planche les amis parce que on a beaucoup de questions à répondre. Il y a des questions qui vont être inspirantes, il y a des questions qui vont être tabous, il y a des questions qui vont être gênantes. Bref, je vais essayer de répondre du mieux possible, de la meilleure des manières possibles, de la plus transparence et la plus honnête possible. On va commencer avec la première question que peut-être vous m'avez posée, puisque je l'ai reçue pas mal de fois. C'est Dorado, as-tu déjà tilté ou est-ce que tu as déjà perdu une grosse partie de ta bankroll? Alors, j'ai toujours eu, dès que j'ai commencé les paris sportifs à 16 ans au lycée, une certaine gestion financière, une certaine gestion de money management. Je misais toujours de l'argent que j'étais prêt à perdre. Je ne misais pas au-dessus de mes moyens et j'avais toujours une règle. Voilà. Quand j'étais au lycée, c'était 5 euros pour les tickets normaux, 2 euros pour les tickets fun et on va dire 10 euros pour mes meilleures confiances. Mais je dépassais jamais cela. Donc j'ai toujours, dès le début, eu un money management en quelque sorte. Donc j'ai jamais vraiment fait j'ai jamais fait de all-in, de mettre toute ma bankroll d'un coup pour gagner gros rapidement, etc., etc. Par contre, oui, ça m'est déjà arrivé sur des coups de frustration à mes débuts d'avoir dit je vais miser tant, 1% de ma bankroll et sur un moment de frustration, je misais 5%. D'ailleurs, c'est arrivé peu de fois, mais ouais, j'ai quelques images en tête où ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé quand j'ai augmenté mes mises à 5%, puisque j'ai perdu mes pronostics tout simplement, donc ça m'a encore plus frustré. Ça m'a servi de leçon aussi, pour pas les répéter et puis le refaire. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre son processus psychologique. C'est important de comprendre la psychologie derrière les jeux d'argent, de comprendre comment on fonctionne, d'accord ? De se former, de se faire accompagner pour justement ne plus vivre cela. Pourquoi? Parce que quand tu as une approche qui est stratégique, qui est mathématique, tu as juste en fait à répéter le process un peu bêtement et ce qui te permettra en fait de ne plus tilter parce que tu auras compris tous les aspects du pari sportif. C'est ce que j'enseigne notamment dans les 3 étapes Sharp. Vous pouvez réserver votre place, le lien est dans la description. Donc, important de travailler sur son mental, travailler sur soi, pour pouvoir éviter justement de tilter, tout simplement. Alors, il y en a, ils vont faire carrément all-in, mais moi personnellement, ça a été 5% de mon capital. La deuxième question qu'on m'a déjà posé, est-ce que j'ai mis du temps en fait à devenir rentable dans les paris sportifs? Mais j'ai envie de vous dire oui, comme tout le monde en fait. On n'est pas né avec une puce dans la tête dès la naissance où tu sais comment gagner de l'argent dans les paris sportifs. Donc oui, j'ai galéré comme tout le monde à faire des combos, à essayer des stratégies, etc. Et c'est une fois que j'ai décidé, en fait, j'ai déjà raconté cette histoire. Au début, j'étais un peu dans le déni, j'étais jeune, j'allais au tabac chercher mes gains, je me croyais un peu le meilleur, jusqu'au jour où ma mère m'a arrêté, m'a dit
Hop, 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 viens là Aurélien, bah, tu gagnes combien dans les paris sportifs? Et j'avais aucune réponse à lui donner, parce que j'avais pas tenu de bilan, j'avais pas fait les comptes, voilà, et du coup, c'est à ce moment-là bah, que j'ai tenu un bilan et que j'ai commencé à me former, à apprendre, à comprendre la variance, les bad runs, la psychologie, et déconstruire tout ce que je croyais savoir en fait finalement. Et ça, quand t'as pas forcément à l'époque de mentor, t'as pas forcément des podcasts comme le Dorado Show, euh, tu mets du temps en fait. Tu mets du temps. Euh, Moi, ça m'a pris à peu près ouais, 5 ans, 6 ans pour être rentable dans les paris sportifs. Après, je suis arrivé à un cap où t'as senti que le marché s'était quand même ajusté et que t'as peut-être perdu un peu ton edge, etc. Et là, j'appelle, c'est le moment où je prends le mur, et après, bah voilà, il faut se réadapter, se réinventer, et pour retrouver un edge et continuer à être rentable. En fait, c'est sans cesse de l'adaptation. Vous n'aurez jamais une stratégie qui va être indéfiniment rentable, etc., etc. Donc, on évolue tout le temps. D'accord. Et oui, j'ai mis du temps à comprendre l'écosystème, à comprendre l'aspect mathématique du pari sportif pour devenir gagnant. J'ai commencé les paris sportifs en 2006, et on va dire que j'ai commencé vraiment à être rentable en 2010. 2010-2011, je fais ma première saison en positif. Et après, voilà, j'enchaîne. Je crée en 2011 Dorado pour pouvoir rencontrer d'autres parieurs et progresser, parce que j'étais tout seul dans mon coin. Et voilà, et avant ça, bah, j'avais lu des articles sur la bourse sur Internet. Voilà, je me débrouillais un peu comme je pouvais. Malheureusement, j'avais pas un Dorado Show à écouter tous les jours, mais voilà, ça a pas été facile. Et après, il y a des difficultés qui se sont rajoutées sur le chemin au fur et à mesure que tu progresses, que tu élèves ton niveau, etc. Et que le marché s'adapte. Et à ce moment-là, là, tu peux avoir une période où bah, tu as besoin de guide, tu as besoin d'apprendre finalement pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pouvoir t'adapter. Donc oui, c'est normal. Il y a des gens qui ont 18 ans aujourd'hui dans les paris sportifs et qui veulent être rentables comme ça sur un claquement de doigts parce qu'ils ont vu tel influenceur gagner tant d'euros, etc. Mais à 18 ans, comme je le répète souvent, tu es au niveau zéro du jeu vidéo. C'est un peu comme GTA, t'as rien, t'as pas d'argent, t'as pas d'armes. C'est normal, t'as 18 ans, tu peux pas être là à espérer avoir une grosse bankroll à 18 ans, d'avoir une stratégie directement gagnante à 18 ans, etc. Limite à 18 ans, c'est le début de ton école et de ton apprentissage dans les paris sportifs. Et que tu vas après, ça dépend qui tu écoutes, avec qui tu te formes, avec qui tu apprends. Mais on va dire de 18 ans, allez, on va dire à 25 ans, il y en a, ils passent toute leur vie à croire que les combinés, et j'y reviendrai après, c'est la méthode qu'il faut faire pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Mais après, chacun va prendre le temps qu'il faut. Il y en a en un an, ils vont tout comprendre. Il y en a en 3 ans, il y en a en 6 ans, en 5 ans. Chacun va à son rythme, hein. C'est comme à l'école, hein. Quand tu apprends une langue ou quand tu suis un cours, bah, il y a des gens qui vont apprendre plus vite que d'autres. Bah, c'est un peu pareil. Et oui, on met tous du temps en fait à devenir rentable. C'est pas boum, un coup de baguette magique. Vous pouvez rejoindre les 3 étapes Sharp. Vous allez apprendre, etc. Il y en a, ça va mettre 6 mois. Il y en a, ça va mettre 3 ans. Voilà, peu importe, mais vous commencez votre apprentissage. Et comme j'aime bien le répéter souvent, de toute façon, le prix, vous le payez, que vous payez une formation, vous payez un coaching, vous le payez pas, vous écoutez un podcast, vous allez le payer en temps de toute façon, en frustration, en perte, en erreur. Voilà, donc après, c'est à voir qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Est-ce que vous êtes prêt à perdre de l'argent et du temps? C'est pas forcément votre cas parce que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, vous êtes en train d'écouter le Dorado Show, vous avez plus de 30 heures de podcast. Donc forcément, vous allez mettre moins de temps que ceux qui n'écoutent pas le Dorado Show. Vous allez mettre moins de temps que les mecs qui font des combinés. Vous allez mettre plus de temps que les personnes qui rejoignent les 3 étapes Sharp.
Pourquoi? Parce que vous ne serez pas accompagné. Parce que moi, les personnes qui sont dans les 3 étapes Sharp, je les accompagne. Donc, ils savent absolument tout de ce que je sais dans l'écosystème des paris sportifs. Donc, voilà, mais ne vous frustrez pas si ça prend X temps, ne vous frustrez pas. Justement, c'est cette frustration de ça va pas assez vite qui fait que vous perdez plus d'argent derrière et vous perdez plus de temps. La troisième question, est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter complètement les paris sportifs? euh, c'est une question très, très, très intéressante parce qu'il y a il y a deux casquettes. Il y a la casquette du parieur que je suis et la casquette du formateur que je suis aussi. Euh, Arrêter les paris sportifs, non. Non, parce que c'est ma passion, non, parce que je suis passionné par ça. Je me vois pas, en fait, même si j'avais pas Dorado, je me vois pas ne pas faire de paris sportifs, en fait. Voilà. Par contre, arrêter Dorado, arrêter d'éduquer, arrêter de donner des conseils, etc. euh, ouais. Ouais, parce que c'est usant, parce que tu te répètes toujours la même chose, parce que les gens t'écoutent pas, parce que enfin les gens t'écoutent pas, il y en a forcément qui écoutent, mais euh, les gens t'agressent, t'attaquent, te disent que tu dis de la merde, alors que tu sais que tu dis la vérité, te met dans le même panier que tous les influenceurs de vendeurs de VIP à 2 balles. Euh, voilà, il y a énormément de choses qui fait que tu as envie de tout arrêter, de dire vas-y, à quoi ça sert? Je vais faire mes pronostics dans mon coin, ça me saoule. Et voilà, et peut-être que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez peut-être parfois ressenti un ras-le-bol de ma part parce que euh, parfois tu as vraiment l'impression de parler à un mur en fait. C'est le temps que j'y gagnerais à parfois ne pas créer de contenu, à être dans mon coin, énergie mentale, énergie, ouais, santé mentale aussi, parce que t'es constamment, j'y reviendrai encore après aussi, constamment sous le feu des projecteurs. Donc arrêter les paris, me dirais, bon, si j'arrête, on part du principe que j'ai pas d'orado, que j'ai un travail comme tout le monde, etc., pour avoir une certaine stabilité, puis je fais mes paris à côté pour compléter. Non, je pense que j'arrêterai pas. Avec toutes les connaissances et le bagage technique que j'ai aujourd'hui, j'arrêterai pas. Par contre, arrêter Dorado, ouais, j'y ai pensé plusieurs fois. Parce que ça reste un monde injuste quand tu essayes de faire cela de manière éthique. Tu sais, quand tu as des personnes, vous êtes sur Twitter, qui vont vous dire, allez, let's go, on fait une montante, c'est le 50e montante qu'ils font, ils en ont pas passé une, let's go, demain on repart, il n'y a pas de bilan, il n'y a rien, il n'y a aucun conseil, aucun money management, et ils se retrouvent avec 1500 likes, plus de 100 000 followers, des gens qui suivent un peu bêtement, et que toi tu es là en train d'apporter un contenu de qualité que tu sais qui va aider, mais qui vend pas du rêve, évidemment, bah, ça fait ouais, 10 retweets par exemple, ou 10 likes, et tu te dis, bon, à quoi bon quoi? À quoi bon certifier un bilan, et j'y reviendrai aussi après, parce qu'on m'a souvent posé cette question, si derrière on te chie dessus. Tu fais un bilan pour être transparent, les gens se plaignent qu'il y a des arnaques, et toi, tu es transparent, tu certifies, et on te chie dessus pendant qu'il y en a d'autres qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes, et on leur demande rien, on leur dit rien, on les emmerde pas, quoi. Hein, et je peux vous dire que c'est bien eux, c'est eux qui se gavent. C'est eux qui se gavent dans ce business, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc ouais, j'ai vraiment pensé complètement arrêter Dorado et me dire, bon bah quoi bon, je m'en fous, moi je sais comment gagner au paris sportif. Euh, Ils veulent pas de mes conseils, bon bah tant pis, let's go, on arrête. Et il y a beaucoup de gens qui faisaient du contenu de qualité dans les paris sportifs avant le Covid, qui ont tout arrêté, hein, qui se sont barrés, hein, ils se sont dit vas-y, c'est bon, vous me bandez les gars. Et du coup, ont tout retiré de YouTube, ont arrêté de faire des vidéos, etc. Parce que quand tu es transparent et tu es éthique dans ce milieu, c'est à la fois le côté paradoxal, les gens veulent de la transparence, ne veulent pas d'arnaque, ne veulent pas se faire arnaquer,
Et d'un autre côté, on dirait que c'est ce que veulent les gens parce que dès qu'il y a des gens qui créent du contenu de qualité, c'est pas vu, c'est pas soutenu, c'est pas liké, c'est pas partagé. On te chie dessus, on te met dans le même panier que tous les escrocs. Tu dis, bon, bah allez, fuck. Et il y en a qui ont pris la décision d'arrêter. Ça n'a pas été mon cas pour le moment. Mais ça, il y a des personnes qui en ont eu marre. Voilà. Je ne vais pas citer de nom. Il y en a, vous le savez très bien. Avant de continuer cet épisode, une petite parenthèse. Si aujourd'hui tu paries sans vraie stratégie, sans cadre clair, que tu t'énerves, que tu veux toujours te refaire, mais que tu perds de plus en plus, alors les 3 étapes Sharp sont faites pour toi. Tu vas apprendre les bases réelles pour gagner, comprendre l'écosystème des paris sportifs, découvrir les méthodes, les outils, les stratégies qui transforment les fiches en requins. Si ton objectif c'est d'arrondir tes fins de mois ou même d'aller plus loin, t'es au bon endroit. Et si tu es déjà expérimenté, tu trouveras les dernières stratégies rentables, la manière pour automatiser tes paris, créer ton propre algorithme et le bon mindset pour te permettre de passer au niveau supérieur. Je t'accompagnerai individuellement sur WhatsApp et tu pourras rejoindre le groupe privé des Sharp avec les meilleurs parieurs francophones. Actuellement, les portes sont fermées, mais tu peux réserver ta place dès maintenant. Le lien il est dans la description. On t'attend. Quelle est la pire erreur que j'ai faite dans les paris sportifs? Alors ça, c'est une question, on va pas rester très très longtemps parce que une énorme erreur que j'ai faite dans les paris sportifs. Non, franchement, j'ai pas, je considère pas j'ai fait des erreurs. Oui, on en fait tous, et je continuerai à en faire des erreurs. Mais alors vraiment une énorme erreur, la pire, elle me vient même pas à l'esprit. Me vient même pas à l'esprit. Peut-être la pire erreur d'avoir mis 5%, comme je vous l'ai dit au début, de ma bankroll. Euh, non, parce que vouloir me refaire, voler de l'argent pour parier, emprunter de l'argent pour parier, non. Qu'est-ce que ça pourrait être en énorme erreur? Suivre quelqu'un à l'aveugle, non. Euh, non. Voilà, je suis pas. J'estime pas avoir fait des énormes erreurs dans les paris sportifs. Euh, non, même mon ego, être aveuglé par mon ego, non, parce que j'ai toujours cherché à apprendre. Hmm, non, non, je vois pas. Peut-être une des erreurs qui me vient en tête, là, comme ça, c'est d'être trop à fond peut-être dans les paris sportifs. Que ça soit pour Dorado, pour vous et vous créer du contenu, soit pour mes propres pronostics. Et parfois, je peux délaisser un peu la famille, ma femme, etc. Parce que j'ai la tête dans le guidon, etc. Et peut-être que ça, un jour, j'estimerais que ça soit une grosse erreur parce que j'aurais pas profité parfois du temps que j'aurais pu consacrer. Mais j'en ai, toi, j'en ai déjà conscience, donc je fais attention. Donc je pense pas que je vais avoir ce regret, même si on aura tous des regrets à la fin de notre vie, mais voilà, pas forcément une énorme erreur que j'ai pu faire. 5e question, est-ce que tu as déjà eu un moment où tu as douté de ta stratégie? Euh, Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent qu'on est des robots. Nous, parieurs gagnants, on est des robots, qu'on doute jamais, qu'on n'a jamais de peur, etc. Et si, franchement, oui, ça m'arrive encore aujourd'hui des fois de douter. Évidemment, c'est plus accentué quand tu es en bad run. Quand tu perds 20, 25 unités, tu dis merde, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à douter de ton modèle, de ton algo, de ta stratégie, peu importe ce que vous faites. Tu regardes la closing line value, tu vois que tu la bats de temps en temps, des fois non, que tu es dans une période où tu la bats moins bien qu'avant, tu essaies de savoir pourquoi. Donc, tu peux douter, évidemment que tu doutes. Évidemment que tu doutes. Mais c'est normal. C'est normal. Après, il faut faire attention à ne pas euh, confondre le doute de l'autosabotage et le doute de la remise en question. Parce que la remise en question peut être utile. C'est-à-dire que là, tu vois que tu n'as pas de bons résultats, etc. Tu analyses, tu réfléchis un peu à ce que tu fais, et au lieu de t'auto-saboter et de dire, putain, je suis une merde, non, tu vas essayer de comprendre, de savoir pourquoi.
Si tu trouves pas la réponse, tu continues. Est-ce que je bats la CLV? Est-ce que j'analyse correctement? Est-ce que mes pondérations elles sont bonnes? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? C'est une question, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Je me la pose 2 fois dans l'année. Fin de l'année, fin de l'année qu'on va passer à la première année, et ensuite l'été entre les 2 saisons. Donc en fait, 2 fois par an, on va dire tous les 6 mois à peu près, en juin et en décembre, je me pose la question comment je peux faire pour m'améliorer. Et c'est une question qu'on se pose avec Antoine, Basket Cut, parieur professionnel que j'ai interviewé sur cette chaîne dans le Dorado Show. Vous pourrez retrouver l'interview, vous la regardez après cette vidéo. Hein. Comme ça, on reste pour le watch time ici. Ouais, on se pose la question 2 fois par an. Comment on peut faire pour s'améliorer? Des fois, on trouve pas. Des fois, on est bloqué. On dit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, on continue. Bon, on s'accroche à ce qu'on peut s'accrocher. Et puis, on serre les dents. On s'encourage. On se soutient. Et voilà. Et, euh, et oui, c'est humain, en fait, de douter. C'est pas parce que je suis Dorado que je ne doute pas. Et forcément, dans les paris sportifs, faut pas refuser les émotions, faut pas refuser le doute. Le doute, faut l'accepter et derrière se dire ok, voici la situation actuelle. Est-ce que c'est une mauvaise phase? Est-ce que c'est de la variance négative? Est-ce que voilà, il faut se poser toutes ces questions et c'est là où c'est très très bien pour vous de vous faire accompagner hein, dans ces moments-là. Donc oui, ça m'est arrivé de douter, mais généralement je reviens aux bases. J'analyse mon bilan long terme, je regarde la CLV, je continue ma stratégie dans la logique et sa discipline. Et puis, voilà, généralement, dès que tu repars à la hausse derrière, ou que tu vois que tu bats bien la CLV, que tu fais un bon week-end, une bonne semaine, etc. Bon, bah, en fait, ce doute, il est passé, c'était juste un mauvais passage, jusqu'au prochain bad run, où tu vas te dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, mais après, avec l'expérience, tu l'acceptes, le bad run, et t'avances, et c'est vraiment une période très longue de 3 4 mois peut-être, allez, 5 mois, imaginons. C'est vrai que si au bout de 5 mois tu gagnes plus, t'es break-even, la CLV est pas folle, là je commencerai ouais, maintenant à douter. Parce qu'en fait, plus tu vas avoir de l'expérience, plus ton muscle mental il va augmenter. Avant, je doutais au bout de 10 pronostics perdus, quoi. Maintenant, il me faut peut-être 3 mois où c'est pas ouf pour me dire, bon là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ben bon, souvent ça remonte et donc tu doutes plus, tu te dis ok, trust the process et let's go. Voilà. As-tu déjà inventé un prono pour vendre? Alors ça, cette question, elle m'a plutôt surpris. On me l'avait posée, notamment à l'époque, bon à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps, peut-être il y a 1 an et demi, où je proposais des pronostics garantis et non garantis à l'unité, où quand le pronostic était perdu, vous étiez remboursé. Bon, j'ai arrêté parce qu'il y a eu des problèmes d'arnaque et de logistique. Il y a des gens en fait qui achetaient mon pronostic et derrière contactaient les gens de ma communauté pour les vendre à 50 ou 100 euros en disant que c'était avec des faux profils, en disant que c'était sûr. Voilà, problème aussi de chute de cote, donc j'ai plutôt arrêté, mais j'ai jamais inventé un prono pour vendre pour vendre. Sincèrement, ça m'est jamais venu à l'idée parce que inventer un prono, ça veut dire que tu vas vendre un prono qui est pas rentable, qui est pas value. S'il est pas value, il est pas rentable et qu'il y a des grandes chances qu'il perde parce que tu l'as pris au pif, euh, c'est pas bon pour ton image derrière. C'est pas bon pour la satisfaction de ta communauté. Donc, moi, je suis pas là pour vendre, je suis là pour durer sur le long terme. Pour ça que je suis là depuis 15 ans, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai pas envie de sacrifier ma crédibilité. Et donc, je vais pas vendre pour vendre en forçant un prono. D'accord. Donc voilà. Septième question. Pourquoi as-tu arrêté ton bilan certifié Bet2Invest alors que bon bah tu étais certifié ton bilan et que j'ai aussi un bilan Blogabet certifié. C'est une très bonne question. Alors j'ai fait tout un épisode dessus dans le Dorado Show expliquant pourquoi j'ai arrêté Bet2Invest. Je suis
pour remettre un peu les choses dans le contexte, je suis le seul parieur francophone à avoir certifié plus de 5000 pronostics, que ce soit sur Blogabet ou Bet2Invest, 100% Pinacle, en étant exposé sur les réseaux sociaux, ma tête, mon identité. La majorité des gens sont cachés derrière un pseudo, tout à leur honneur, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, je suis le seul parieur francophone à avoir fait ça. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose de certifier un bilan. On en a parlé avec Robin dans le Dorado Talk épisode 1 de l'utilité réelle en fait des bilans certifiés, parce qu'en fait après 8 ans à certifier des bilans, on donne pas forcément la crédibilité méritée de tout, mais encore aujourd'hui des gens qui certifient leur bilan. Ce qui est usant quand tu certifies un bilan et que tu es public, c'est que c'est jamais suffisant. Toujours des haters malhonnêtes qui vont te dire ah mais il y a ci, mais il y a ça, mais ça c'est pas assez bon, et ci, et ça, etc. Et on te critique. Et ça c'est très très usant quand t'es exposé notamment. Parce que la majorité des parieurs, en fait, ils y connaissent absolument rien dans les paris sportifs. Ils connaissent pas la variance, ils connaissent pas le long terme, ils connaissent pas tout ça. D'accord. Du coup, tu fais 2 mois en négatif. Imaginons que tu fais 2 mois en négatif. Ça peut niquer 10 ans de certification de bilan. C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a on est dans le value dans les paris sportifs. À un moment donné, en fait, certifier un bilan par rapport à ton exposition n'est pas aussi, entre guillemets, intéressant. Et je le reconnais, oui. J'ai voulu à la fois protéger ma santé mentale des critiques et de deux, de protéger ma réputation. Parce que comme je vous le dis, j'avais pas envie de risquer 2 mois par exemple en négatif, 3 mois, peu importe, on s'en fout, mais une période négative qui pourrait effacer 15 ans de bon travail. Et c'est ça le risque quand à un moment t'es un peu trop exposé, que t'es face à des gens qui n'y connaissent absolument rien dans les paris sportifs, c'est que les gens ils vont voir ah mais ça fait 3 mois que Dorado il a pas gagné, en fait il est nul. Sauf que globalement il est encore en positif et que ça fait 15 ans qu'il charbonne pour se construire cette réputation. Et toi, en 3 mois, t'es en train de la dézinguer. 3 mois pour dézinguer 15 ans de réputation. Et plus le stress, la santé mentale, et moi j'applaudis tous les gens qui sont sur Bet2Invest et Blogabet et qui font du 100% Pinacle, parce que, comment expliquer? Je pense que les bilans sont sous-évalués. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la pression d'être exposé publiquement, tu prendrais de meilleurs choix, t'hésiterais moins, et ton roi pourcentage il serait plus élevé. Donc pour moi, un parieur qui est exposé, comme j'ai pu l'être, et comme ceux qui sont actuellement sur Bet2Invest, par exemple, pour moi, tu peux augmenter de 1% leur roi pourcentage, parce que le fait de vouloir bien faire, tu te mets de la pression, et donc c'est plus difficile, et je pense que ton roi pourcentage, il est à la baisse. Je pense que certifier son bilan, c'est très bien. C'est bien pour faire une place au début quand t'es pas connu dans le monde des paris sportifs francophones. C'est bien en carte de visite aussi. C'est bien en carte de visite quand vous voulez vous faire un réseau. Moi, les bilans certifiés m'ont vraiment aidé aussi à avoir des contacts comme Matt Metcalf, comme Rob Pizzola aux États-Unis, des gros parieurs sharp où t'arrives, tu les contactes. Voilà, j'ai mon bilan certifié et bah tout de suite on te respecte, ton CV il est accepté et tu fais partie de la cour des grands et tu peux échanger avec eux etc. Donc voilà, pour moi les bilans certifiés c'est bien pour ça, mais je peux vous dire j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de certifier mon bilan aujourd'hui en 2025, j'ai construit ma réputation avec par le passé, mon sérieux il est reconnu et ceux qui me suivent ont un bilan tous les mois de mes pronostics. Il n'y a personne qui s'est plaint comme quoi j'avais rajouté des bêtes, supprimé des bêtes, etc. Enfin bref, tout est détaillé.
Donc voilà, quand tu fais les choses bien, t'as pas forcément besoin de bilan certifié aussi. Euh, Huitième question, parce qu'il faut qu'on avance. T'es pas un peu dur parfois avec ceux qui vendent du rêve? Euh, alors, ça c'est une très bonne question. Moi, je pense que ça dépend ce que tu appelles vendre du rêve, en fait. Parce qu'il y en a qui disent que je vends moi aussi du rêve, la grande vie au Mexique. Vous venez chez moi, hein, 24 heures avec Dorado, vous allez voir, je suis devant le PC tout le temps, hein. Super la vie de rêve, les gars, hein. Alors oui, je peux passer une petite après-midi au bord de la piscine. Oui, je peux aller au restaurant. Oui, je peux aller au cinéma. Encore une fois, je suis quelqu'un de normal. Mais je pense que il y a vendre du rêve et vendre du rêve. Et c'est là, en fait, la perception des gens peut être différente. Euh, Moi, je montre la réalité. Je montre la discipline, le travail, le doute, le long terme, la variance, l'aspect mathématique. Voilà. Euh, je pense pas que je vends du rêve. D'accord. Je peux jouer avec les clichés du marketing. Pareil, on avait fait un Dorado Talk avec Robin sur les apparences. Les apparences sont nécessaires dans un milieu, on va dire, rempli d'arnaques. Mais sauf que quand t'es vrai, tu peux pas rivaliser avec les apparences. Quand tu mens et que tu exagères de ces clichés de la réussite, la grosse voiture, la grosse piscine, la grosse maison, Dubaï, la Lamborghini, etc., etc., un truc qui fait bien, bien rêver, euh, et que tu mens derrière pour vendre des abonnements, pour ensuite avoir encore plus d'argent pour te permettre de, etc. Là, c'est pas la même chose. Que tu joues avec le cliché de, voilà, demain, je vous fais une vidéo au bord de la plage à Cancun. Les gens vont dire ah putain, Dorado, aux Caraïbes, c'est beau, ça fait rêver. Mais je suis pas en train de te dire ça va être facile les paris sportifs. Je te mets un décor. Et en fait, c'est un peu comme. En fait, faut pas confondre le marketing. Faut pas prendre le marketing comme mauvais. Je pense que le marketing il est mauvais quand il y a mensonge, manipulation, etc., etc. Après, je pense il est essentiel dans un business comme les paris sportifs, mais pour n'importe quel business, d'avoir un marketing qui soit vendeur, qui crée des émotions, etc., etc. Par exemple, McDonald's, vous voyez l'affiche du burger, il fait rêver, on dirait un burger maison, t'as envie de le dévorer, etc. Et pourtant, quand tu vas acheter ton burger, euh, hein, on a l'impression que quelqu'un s'est assis dessus, hein. On dirait que c'est un truc en plastique, c'est pas comme l'image. Pourtant, les gens sont pas là en train de se plaindre, en disant, oh, il m'a vendu du rêve, machin, etc. McDo va pas dire attention, vous mangez trop souvent chez nous, vous aurez du diabète, il y en a qui vont être obèses, qui vont potentiellement mourir, c'est pas vendeur. Donc on va mettre un petit bandeau en bas, on va te dire que tu vas passer un bon moment à venir à McDo, et voilà. Donc je pense que quelqu'un qui fait du marketing n'est pas forcément mauvais. Après, ça dépend si c'est basé que sur ça. Si c'est toujours la vidéo avec la Lamborghini, si c'est systématiquement la vidéo dans la piscine, est-ce que on te vend du rêve, un style de vie qui est adapté à la réalité, est-ce que tu as envie de toi envie d'entendre, à savoir si tu as envie d'entendre que c'est facile, etc., etc., ou est-ce que tu as envie d'entendre la réalité? Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui va être au bord de la piscine, à faire une vidéo de temps en temps, hein, au bord de la piscine, et qui va te dire que ça va être difficile, qui te promet pas de résultat si tu rejoins sa formation, qui te dit que tu vas peut-être pas réussir, que ça va être compliqué, etc., etc. Par contre, la personne qui va te dire, qui va te déformer des propos, qui va te mentir pour justement
vendre une formation en disant regardez, c'est grâce à mes pronostics que j'ai cette grande vie etc. Et que c'est systématiquement ça, c'est systématiquement la Lambeau, systématiquement le gros restaurant, la grosse fiesta, les nanas, les bimbos, tout ce que vous voulez. Il y a un problème. Il y a un problème parce que la réalité des paris sportifs, t'es devant ton putain de PC pendant des heures. T'es pas avec des bimbos à fumer un cigare et du champagne, à boire du champagne dans la piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que de temps en temps, tu te prennes une petite pause au bord de la piscine et que tu essayes d'inspirer les gens pour te dire c'est possible, etc., etc. Mais il faut pas que ça soit systématique. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de problème avec le marketing. Euh, j'ai plus de problème, encore une fois, le problème avec les mensonges, avec les clichés et surtout le message qui est derrière. Tu peux avoir un très bon message, être honnête, transparent, et puis voilà. Moi, je peux vous faire ce même épisode en marchant sur la plage à Cancun, aux Caraïbes, avec un coco à la main, en train de siroter mon coco. Là, je vais vous vendre des émotions indirectement, dire putain, c'est trop bien, etc. Mais je serais pas en train de vous mentir. Le décor a juste changé. Par contre, si je suis avec mon coco à la plage, en train de vous dire vous allez vous gaver, rejoignez les 3 étapes, vous allez devenir riche comme moi, regardez. Là, non. Voilà. C'est un peu ça le souci. Euh, Passons à la question suivante, une question taboue. Qu'est-ce que tu penses de l'affiliation et des influenceurs qui touchent sur les pertes? Ça, c'est une question assez taboue que tu as peu de personnes qui vont te répondre. Moi, pendant longtemps, j'étais contre ça parce que c'était pas éthique, etc., etc. Puis après, bon, avec l'expérience, hein, 15 ans dans le milieu à essayer d'éduquer les parieurs, j'ai plutôt changé d'avis. L'affiliation est un business model comme un autre. En fait, il faut toujours partir du principe que le pari sportif, c'est un business. Et pour moi, tout dépend de l'intention qu'a l'influenceur. Pour moi, affilier avec transparence et éthique, c'est OK. Tromper les gens, mentir aux gens, influencer négativement les gens en faisant de l'affiliation, ça, c'est non. Ça, t'es la dernière des putes. En fait, je pars du principe que si tu fais du pari sportif, enfin, le pari sportif, t'es majeur et responsable. Pour faire du pari sportif, t'es majeur et responsable et vacciné. D'accord? Donc, t'as quand même une part de responsabilité, toi. Ok? Euh, donc, là où je veux en venir, c'est comme t'es responsable, t'es quelqu'un de majeur, c'est toi qui décides de suivre un tel ou un tel. C'est toi qui décides de miser tant ou tant. D'accord? Je pars du principe que si tu partages de très bons conseils, de vrais conseils, de bons conseils, que tu dis gérez votre money management, ne misez pas plus de 1%, ne faites pas de combiné par exemple, et que derrière, tu fais de l'affiliation, tu à côté certifies ton bilan, tu es transparent, que tu vends pas du rêve, on revient à la question précédente, si la personne à côté qui est passé par ton lien d'affiliation n'écoute pas tes conseils et mise du 15-20%, fait du all-in, etc., c'est pas ton problème. Il est majeur et responsable. Toi, ton job, il a été fait. Toi, tu as donné tous les outils pour que la personne fasse du pari sportif sans se mettre en danger. Mise de l'argent que tu es prêt à perdre, etc. C'est complètement différent de la personne qui lui, allez, montante, Mortal Kombo, c'est sûr, ça va passer, machin, regardez, cote à 500, j'ai mis 10 000 € dessus, faites pareil, appelez votre banquier, vous allez me remercier après le match, etc. Passez par mon lien d'affiliation et let's go. C'est pas pareil, là. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars, il t'envoie volontairement dans le mur parce qu'il va te
il va te toucher un petit 30-40% de tes pertes. Donc si tu mets 10 000 euros, bah, lui, il va toucher 4 000, 3 000. Mais tu le multiplies par le nombre de personnes, machin. Par contre, la personne qui va toucher pour, imaginons, un 30% de pertes, pareil, le même deal. Mais il te dit, mise pas plus de 1% de ta bankroll, mise de l'argent que tu es prêt à perdre, fais du simple. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la personne, ok, moi je suis prêt à perdre 500 euros, je vais mettre 500 euros, je vais miser 5 euros par pronostic. Et comme je vais suivre les conseils de Dorado ou d'un autre et que je vais essayer de prendre des value bêtes, je vais avoir mes premiers résultats. Donc déjà quand tu vas perdre, bah il y aura moins de commission pour la personne qui t'a affilié parce que bah, tu vas miser que 5 euros et pas 10 000. C'est pas la même. Ou 100 euros ou 200 euros, peu importe la somme qui t'influence. Voilà, il va te dire, ok, c'est 5 euros. 30% de 5 euros, c'est pas énorme. Mais comme en plus, il va te dire de miser de l'argent que tu es prêt à perdre, qui va te dire de prendre des values bêtes, de faire du simple, tu vas gagner. Donc, imaginons que tu passes de 500 ce serait une saison très très bonne, à 1000 par exemple. Bah, tu as gagné 500 euros de bénéfice. Bah, celui qui t'a donné les bons conseils, lui, il aura gagné pépette, rien du tout. Il sera justement en négatif. Il devra de l'argent au bookmaker. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à l'autre qui t'a pas donné de bons conseils et qui t'a dit let's go, va dans le mur. Donc pour moi, l'affiliation est un business model qui n'est pas éthique pour beaucoup, mais je pense qu'il n'est pas éthique pour beaucoup parce qu'en fait, ils font pas cette nuance entre les deux. Et pour moi, chaque parieur est majeur et responsable. Et après, voilà, affiliation, quand on t'envoie dans le mur, c'est non. Non, non catégorique. Ça, c'est vraiment des putes. Par contre, quelqu'un qui fait de l'affiliation parce qu'il n'a pas envie de faire payer. Voilà, il n'a pas envie de faire payer. Il part du principe que les gens vont l'écouter. Et voilà, malheureusement, la majorité des gens ne l'écouteront pas. Donc oui, ça pourrait être potentiellement rentable à long terme pour lui. Mais lui, il aura fait le job pour que tu aies toutes les armes pour réussir et il t'a pas envoyé dans le mur. Voilà. Après, de ta responsabilité de faire les choses correctement ou non. Si tu l'écoutes, il va être content parce que tu auras des résultats, tu vas lui faire une bonne pub, etc., etc. Voilà. Si tu ne l'écoutes pas, eh ben, il y gagne aussi parce que bah, il va toucher des commissions. Et voilà. Donc, moi, au début, j'étais contre. Et puis, avec le temps, parti du principe que bah, les parieurs, malgré le fait que tu leur donnes tous les conseils du monde, des fois on te chie dessus, des fois on t'écoute pas, etc. Je me dis, bah, tant qu'on n'envoie pas les gens dans le mur, j'ai aucun problème avec ça. Voilà. Pourquoi t'es pas plus pote avec les autres influenceurs du betting français? Alors, j'ai des amis hein, dans le monde du betting français. J'ai Nico Suspicious Game qui détecte les matchs suspects. J'ai Luigi, j'ai Robin Desbêtes avec qui je fais le Dorado Talk. Il y a Antoine Basket Cut. Bref, j'ai des amis dans le milieu, mais en fait, j'ai des valeurs. J'ai une éthique. Et je vais pas être forcément ami avec des gens qui sont là pour garder tout pour soi, qu'on passe ce sens du partage, qu'on passe ce côté éthique. Donc, comme il y a peu de gens qui sont éthiques et qui sont honnêtes dans le monde des paris sportifs, bah forcément, j'ai pas grand monde, on va dire, d'amis dans le monde des paris sportifs parce que bah, 97-99% des gens sont là pour arnaquer les autres. Qu'est-ce que moi je vais mettre en relation avec des gens qui euh, sont là que pour leur profit, leur intérêt personnel. Voilà. La majorité des gens, ils vendent du fake, ils truquent leurs chiffres, tout ça pour vendre un maximum. Moi, je peux pas être ami avec des gens comme ça. Imaginez, moi, je suis là, j'ai ma mission de vie de pouvoir contribuer, d'aider, de partager mon savoir. Je donne de bons conseils et puis bah à côté, je vais être ami avec un mec qui va
qui va mentir, qui va t'envoyer dans le mur, etc. Non, je peux pas m'associer à ça. J'ai des valeurs. Tu gagnes combien exactement avec les paris sportifs et avec tes formations? Ça, c'est une question qu'on m'a posée plein de fois. Alors, j'ai différentes stratégies. J'ai mon betting perso avec ma stratégie perso sur les handicaps avec mon algo sur Pinacle. Ça, c'est à peu près 2000-2500 euros par mois. D'accord. Je peux pas forcément plus à cause de limites. Les limites max de mise, notamment sur les marchés de niche, qui sont les championnats qui sont très très rentables et très lucratives. J'ai les erreurs de cotation sur les soft bookmakers qui m'ont rapporté à peu près 3000 euros par mois en moyenne. J'ai les codes boostés qui vont rapporter entre 500 et 1000 euros. Et voilà un peu, c'est des fourchettes, attention, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que je réalise. Par exemple, avec mon betting personnel, sur cette année, ça va être moins, ça va être autour de 1700, 2000 euros à peu près, au lieu de 2500, 3000. Peut-être que l'année prochaine, ça sera plus. D'accord? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pinacle ont baissé leur limite max de mise, donc du coup, t'as moins de values qui sont disponibles, ou du moins tu peux moins rentrer dessus. Enfin bref, il y a plein de petits détails comme ça qui font que des fois tu peux baisser, il y a la variance, etc. Il y a des années où on va gagner plus que d'autres, mais en moyenne, c'est à peu près ça. Voilà. Pareil pour les erreurs de cotation sur les soft bookmakers, t'as as la possibilité de comment expliquer. Euh, Par exemple, pour les erreurs de cotation, il y a des bookmakers qui vont te limiter plus vite que d'autres. Donc, quand tu es sur une série de bookmakers qui vont te limiter plus tard, bah, tu vas monter à plus de 3000 euros. Des fois, ça va être moins. Des fois, tu vas galérer à récupérer ton argent. Donc, il faut que tu battes avec le SAV. Donc, voilà. Il y a plusieurs choses qui font que bah, des fois, c'est plus, c'est moins. Voilà. Pour être honnête avec vous, au niveau des formations, c'est à peu près 1500, 2000 euros par mois à peu près. Donc c'est moins qu'avec les paris sportifs. En plus, les portes sont fermées actuellement. Si vous voulez réserver votre place aux 3 étapes, allez-y, mais c'est pas ouvert en automatique, c'est pas ouvert H24, pas pour tout le monde. Donc je suis pas non plus là à vendre pour vendre et à rechercher un maximum de profit à travers la vente de formation, puisque actuellement c'est fermé. Voilà. Donc, comme c'est fermé, qu'est-ce que vous voulez que je vende en termes de formation? Voilà, bon moment, il y a aucune formation qui tombe. Donc voilà, ça dépend de quand je décide d'ouvrir ou pas ouvrir. Voilà, ça dépend de ma motivation, de mon envie, de mon temps aussi, etc. On est pas mal au niveau du nombre d'élèves, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, je cherche pas absolument à avoir des milliers et des milliers de personnes. Déjà, je peux pas accompagner tous individuellement, c'est pas possible. Si j'accepterais tout le monde, mon temps il est limité. Hein, parce que je vous accompagne sur WhatsApp et forcément je limite les places, je ferme les inscriptions, etc. Donc, euh, donc voilà. Par rapport à ça, quelle est la plus grosse info exclusive que tu as reçue en avant-match? Alors ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est une anecdote. J'avais un pote qui jouait à l'Hermine de Nantes. Ça devait être autour de 2013-2014 à peu près. Il jouait à l'Hermine et c'était mon voisin et on se voyait tout le temps. Et voilà, je prenais le café chez lui et tout. Puis à un moment, il y a un joueur qui joue actuellement au NBA, à l'époque qui jouait à Cholet, qui l'appelle. Il l'appelle, il dit ouais, salut gros, machin. Bon, on est là, on est en voyage pour aller à Boulogne, Coupe de France, etc. Machin. Et ils discutent, ouais, pas motivé. De toute façon, on va pas jouer à fond ce match. C'est le match de ce week-end qui est le plus important, etc., etc. Et donc, du coup, bah, je savais que Cholet n'allait pas jouer à fond ce match et qu'ils allaient faire tourner, etc. Et pour moi, c'était une value monstrueuse. Et
J'ai parié Boulogne, la cote elle était à 3,70. J'ai mis une petite praline et du coup bah c'est passé. Ils ont gagné facilement face à Cholet à l'époque et voilà c'était je pense la plus grosse info exclusive que j'ai eue un peu par hasard avant les matchs. T'as déjà eu des informations sur des matchs truqués? Alors ouais. Ouais, j'ai eu plusieurs matchs. Alors déjà, je salue mon pote Nico Suspicious, spécialisé dans les matchs de détection de matchs truqués, qui lui va analyser le marché. Voilà, il peut aussi avoir quelques infos. Je me souviens pendant la pandémie, il n'y avait rien à parier. Il m'a envoyé des matchs fixes d'un contact qu'il avait, etc. Donc j'avais mis mes réveils, le match était à 3 heures du matin ici au Mexique et du coup je mettais mes réveils pour pouvoir prendre le bet depuis le téléphone pendant que je dormais et avoir les informations. Voilà, j'avais aussi reçu une information via d'un match truqué en Colombie en basket. J'avais reçu carrément le screenshot de d'un joueur d'une équipe colombienne qui disait j'en ai marre de jouer là-bas, je vais pas jouer ce soir, machin, un truc comme ça. Bon, c'était pas vraiment truqué, mais c'était une information importante pour le match du soir. Est-ce que tu t'es déjà fait contacter par des groupes de parieurs? Oui, oui, c'est là où ça sert les bilans certifiés. Je me suis fait contacter par un groupe de parieurs qui voulaient suivre mes pronostics. Euh, En fait, comment ça se passe? C'est que eux, ils veulent tes pronostics en avance. Ils avancent la bankroll. C'est-à-dire que toi, t'as rien avancé, t'as juste envoyé les pronostics, ok, à des heures où eux, ils peuvent les prendre évidemment. Des pronostics qui sont plutôt des grosses values, d'accord, pour que eux puissent aller les prendre dans des shops, d'accord. Euh, et derrière eux, bah, ils prennent leur pourcentage sur les gains. Et ouais, tu peux en fait, quand tu es compétent et que tu es bon et que tu es vraiment rentable, et c'est pour ça que ceux qui vendent des méthodes miracles ou des stratégies miracles, copie ce que je fais et tu vas gagner de l'argent. Si c'était vraiment vrai, leur edge, ils se font contacter par des groupes de parieurs pour recevoir les pronostics. Et donc du coup, j'ai été contacté suite à mes bilans certifiés en fait. Une fois que tu certifies tes bilans, ils savent très bien qu'il n'y a pas de triche. Ils voient que tu gagnes sur Pinacle, qui est le bookmaker le plus sharp au monde, que tu es compétent, que tu as lissé la variance, etc. Et donc du coup, on te contacte et on te propose un deal. On avance la bankroll, tu nous files les pronostics. Et nous on prend un pourcentage et puis dès que tu veux de l'argent on te l'envoie. Donc ça se passe comme ça en fait une fois que tu es repéré en tant que parieur sharp. Voilà. Donc oui, je me suis déjà fait contacter par des groupes de parieurs. 15e question, c'est quoi la plus grosse cote que tu as passée en simple? La plus grosse cote que j'ai passée, c'est MVP Iguodala en 2015 des finales NBA, cote à 101. Une cote à 101, t'en passes pas tous les jours, hein. Ça va faire 10 ans maintenant que je l'ai passé, puisqu'on est en 2025. Cote à 101, inconcevable de laisser une cote comme ça après 2 matchs où André Iguodala était le meilleur joueur de cette équipe des Warriors. Ouais, j'ai pas compris. Je me suis dit, bon, la NBA va peut-être préférer Curry. Allez, on tente quand même. Et, parce que pour moi, c'était clairement value. Et il a été MVP. Donc, j'avoue que quand les Warriors sont champions face aux Cavs et qu'ils sont sur le point de mettre le trophée remettre le trophée de MVP, j'espère que c'est Iguodala parce qu'il le méritait sur la finale, hein. Franchement, il y a pas vol, hein, et clairement pas vol. Et je me dis, peut-être que pour le show, pour l'histoire, ils vont mettre Curry. Il a pas fait une belle finale. Il avait fait 2 très mauvais premiers matchs. En tout cas, très loin de ses standards. Et finalement, il le donne quand même à Iguodala. Et là, bam, direct, on a ouvert une petite bouteille. Et c'était super cool, même si j'étais dégoûté que mes Cavs étaient pas champions. En même temps, on était et Kyrie Irving qui était blessé, Kevin Love qui s'était blessé pendant la finale, enfin pendant les playoffs, Kevin Love et Kyrie Irving pendant la finale. Donc
C'était quasi sûr qu'on n'allait pas battre les Warriors. Donc bon bah ça a consolé un petit peu la défaite de Cleveland et puis surtout qu'un an après Cleveland est champion. Euh, Franchement, est-ce que tu pourrais tout perdre demain? Que ferais-tu si tu repartirais de zéro? Alors, est-ce que je pourrais tout perdre à l'heure actuelle? Mon... Ma bankroll et tout ce que j'ai accompli, etc. Non. Non. Alors, rien n'est garanti, etc. Mais j'ai le money management pour encaisser. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que j'ai un putain de bad run sur plusieurs années, sans me remettre en question, toujours en tête baissée, etc., pour vraiment tout perdre. Donc je pense pas que ça peut arriver, même si on n'est pas à l'abri de rien dans les paris sportifs. Mais j'ai un money management qui est quand même très très rigoureux, j'ai un modèle qui est plutôt rentable, etc. Je pense que je peux pas en fait tout perdre d'un coup, à part si je fais un all-in. Que je ne ferai jamais, donc voilà. Donc je ne vais pas, je ne peux pas tout perdre comme ça, c'est pas possible. Et puis bah si je devais repartir de zéro, parce qu'imaginons que je dois repartir de zéro et que j'ai plus de bankroll, etc. Ou alors on va dire, voilà, quand je dis je partir de zéro, c'est repartir avec une bankroll très modeste de 2000 euros. Euh, J'appliquerai les mêmes conseils que je fais aujourd'hui, que je partage aujourd'hui, que j'utilise aujourd'hui, et puis je repartirai de zéro et je ferai confiance au process, quoi. Ça me ferait chier évidemment, mais à partir du moment que tu as les connaissances, tu as le savoir, tu les as à vie en fait. Donc demain, tu peux repartir de zéro, c'est pas un problème. On sait comment détecter des values, on sait comment fonctionne le betting, on sait comment gérer un money management et une bankroll, on sait comment gérer ses émotions, on sait que c'est du long terme, on comprend la variance, on comprend la CLV, on comprend tout ça. En fait, après, c'est juste un chiffre, hein, la bankroll, hein. Donc, c'est, il y aurait pas, c'est pas parce que je repartirais de zéro que je pourrais pas continuer à gagner de l'argent et que je pourrais pas, avec le temps, remonter avec une bankroll plus conséquente. Euh, Petite pause dans cet épisode. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je parie sur Pinacle et Betfair. Pour moi, ce sont les deux bookmakers indispensables à tout parieur sérieux. Pourquoi? C'est les meilleurs codes sur le marché mondial. Zéro limitation même quand tu gagnes. Dépôt simple et retrait super rapide, souvent même reçu en moins de 1 heure. Et depuis la France, la Belgique, la Suisse, le Québec ou encore l'Afrique francophone, tu peux y accéder via le broker Asian Connect. Tu peux parier sur PS3838, qui est le site miroir de Pinacle, Orbitix, le site miroir de Betfair, ou encore Piwi 247, qui regroupe les deux sur la même plateforme. Alors, avant de vivre au Mexique, je passais moi-même par Asian Connect, et aujourd'hui, même si j'en ai plus besoin personnellement, je continue à les recommander pour leur fiabilité, leur support client, leur rigueur et leur sérieux. Et si tu veux parier comme moi et comme tous les parieurs sharp, le lien, il est dans la description. En plus, ça soutient le Dorado Show, le Dorado Talk, et ça t'aide à parier dans les meilleures conditions. Et bien sûr, n'oublie pas de parier de manière responsable, de respecter les lois en vigueur dans ton pays. Et on peut à présent continuer avec l'émission. 17e question. Comment tu gères la pression d'être écouté, suivi et attendu? Très intéressant comme question. C'est vrai que je stresse beaucoup plus. Euh, Comment expliquer? Je stresse beaucoup plus sur les pronostics que je peux envoyer à mes membres de mon club que les pronostics que je garde pour moi. Les pronostics que je garde pour moi, je m'en fous. Je m'en fous total, les gars. Enfin, je pense que vous hallucineriez le fait que, par contre, dès que j'envoie un pronostic aux membres, ou même quand j'étais en public sur Bet to Invest, j'étais en stress tout le temps. J'étais en stress tout le temps parce que tu as le regard des autres, tu as ta réputation qui est en jeu, t'es face aux critiques. Donc parfois ça peut bloquer, hein, parce que je suis humain, je suis pas une machine.
on est exposé. Il y a des gens qui sont très méchants aussi, hein. Il y a des gens, ils sont méchants, hein. Ils vont t'attaquer pour t'attaquer parce qu'ils sont frustrés. Ils oublient que t'es un humain, ils oublient que t'es comme eux, que tu sais pas ce que tu fous sur cette putain de planète Terre, dans cet univers. Euh, et puis, avec le temps, j'essaye de m'améliorer par rapport à ça, savoir de me protéger mentalement. Pour ça que j'ai arrêté aussi Bet to Invest, comme je vous l'ai dit, de protéger face au stress. Euh, Faire attention aussi à ce que tu dis. Euh, T'as beaucoup la peur d'être critiqué en soi. Peur d'être critiqué qui peut peut-être bloquer beaucoup de gens, hein, dans les paris sportifs, mais dans la vie de tous les jours. Euh, je pense qu'il faut se reconnecter à ses valeurs et faire quelque chose qui a du sens pour vous. Et moi, quand je me reconnecte à mes valeurs et que euh, je parle avec le cœur, avec mes valeurs et que ce que je fais a du sens, pas de problème. Cette vidéo, comme je vous l'ai dit, il y a 99,99% des gens qui, dans ce milieu des paris sportifs, n'oseraient pas la faire. Mais comme moi, je suis aligné avec mes valeurs, avec mon éthique, je sais quel impact je veux transmettre aux parieurs et à la nouvelle génération, que de toute façon, que je fasse cette vidéo ou pas cette vidéo, on va me critiquer. Aujourd'hui, je suis un peu, on va dire, au-dessus de tout ça, du bruit, en fait. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu vas être critiqué. Et encore plus quand tu déranges, en fait. Tu déranges parce que tu dis les choses, parce que tu donnes de bons conseils, parce que tu dénonces, parce que si, parce que ça. Tu vas forcément être critiqué, en fait. Puis à un moment, bah, t'es vacciné. C'est-à-dire que, alors ça peut t'affecter, mais en fait, à partir du moment que les parieurs sharp te respectent dans le milieu des paris sportifs, euh, je serais beaucoup plus affecté si demain, par exemple, Antoine me critique sur les réseaux sociaux. Je serais beaucoup plus impacté si Robin me critique aussi sur les réseaux sociaux. Des gens vraiment que j'estime, des gens que je sais qu'ils sont compétents et qui vont me critiquer pour X ou Y raison. Je serais beaucoup plus affecté. Par contre, j'ai une personne que je connais pas, qui a rien prouvé, qui a rien fait, qui me critique. Parfois, on va attaquer jusqu'à ma femme physiquement. Parfois, on va carrément la menacer de mort, moi ou elle. Enfin, ça va loin. Des fois, ça va loin les critiques. Ça m'affecte pas trop. Ça m'affecte pas trop parce que je les bloque et puis terminé. Parce que ça pas, comment expliquer? C'est comme être attaqué sur le physique. C'est on t'attaque sur des choses qui sont pas importantes entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas simple, hein. C'est pas simple d'être exposé, ça je peux vous le dire. C'est compliqué. Il y en a qui pensent que c'est très facile. Oh, mais en fait, t'es juste à faire des vidéos, à faire ci, à faire ça. Il y a rien de compliqué, etc. Bon, faites-le, exposez-vous, montrez-vous, et vous allez voir si c'est facile. C'est compliqué. Et, et en plus, à partir du moment où moi j'ai commencé, ça fait 15 ans, il y a une part de responsabilité, une part de santé publique, il faut éduquer les jeunes par ailleurs. euh, et et j'aurais tellement aimé avoir un Dorado à mon époque quand j'ai commencé. Donc c'est c'est pas simple. Il y a une pression, faut l'accepter et faut se protéger aussi, c'est important. Est-ce que tu as encore des objectifs personnels dans les paris sportifs? Ouais, bah ouais, on a toujours des objectifs. Les objectifs, bah, c'est toujours évidemment, un de mes objectifs principaux, c'est d'augmenter ma bankroll, c'est de rester rentable à long terme, de toujours pouvoir gagner sur les 150 championnats de basket que je fais, de devenir un meilleur parieur, de supporter plus les bad runs, encore mieux, de la meilleure des manières possibles, de continuer à éduquer, à créer une communauté sharp, à transmettre mes valeurs, mon savoir, de me faire un réseau aussi, de rencontrer d'autres parieurs, etc., etc. Donc j'ai plein d'objectifs. J'ai plein d'objectifs. J'ai envie que le Dorado Show et le Dorado Talk, ce soit deux médias importants dans le monde des paris sportifs, que ce soit vraiment les deux podcasts que
ah, ça serait magnifique que tous les parieurs écoutent, que ça soit voilà, un média vraiment important dans ce milieu du pari sportif francophone. Le podcast à écouter si vous voulez arrondir vos fins de mois, progresser dans les paris sportifs, vivre des paris sportifs, peu importe quel est votre objectif, mais au moins voilà, que ça soit The émission. C'est le Dorado Show, le Dorado Talk, c'est deux podcasts qui me font plaisir, que je prends plaisir à faire. Et voilà, et donc c'est l'objectif que j'en fais, de créer vraiment un vrai média, un espace où on a des valeurs et on les transmet et d'éthique et de transparence. Voilà. Est-ce que toi aussi, parfois, tu t'ennuies à parier, à faire des tableaux et des value bêtes? Euh, alors, aujourd'hui, j'ai déjà dit dans un Dorado Show, j'ai plus la passion comme certains peuvent l'avoir, et des fois, comme je l'ai déjà dit, que j'envie. J'envie les parieurs insouciants, parieurs qui sont là, ah, cette soirée à Ligue des Champions, on va faire ci, un peu inconscient parfois, que j'avais à mes débuts. Je ne sais pas trop comment expliquer. Aujourd'hui, tout est tellement robotique dans ce que je fais, dans mon money management, dans ma détection de value, dans mes tableaux, etc., que je vibre plus devant un match. Je suis plus là à vibrer parce que j'ai un bet et être content à la fin de gagner, etc. Parce que je suis tellement dans un état d'esprit long terme qu'en fait, que je perde ou je gagne un pronostic, ça m'affecte même plus parce que je sais que c'est qu'un pronostic parmi 10 000, 15 000, 20 000, 100 000. Voilà, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et par contre, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, bah, déjà, c'est créer du contenu pour vous, pour vous inspirer, vous guider, vous aider, transmettre mes connaissances. Ça, c'est vraiment un vrai kiff. Mais c'est aussi construire un algo. Construire un modèle prédictif qui va me permettre d'être encore plus précis, de battre la CLV, de rencontrer d'autres parieurs et d'échanger. J'ai pris mon kiff total à échanger avec Matt Metcalf et Christine Monger sur les paris sportifs. Matt Metcalf qui est l'ex-directeur de Circa à Las Vegas, un des plus gros bookmakers au monde, et Christine Monger qui est la présidente des Sparks de Los Angeles, qui a bossé à BetMGM à Las Vegas aussi, un bookmaker. Voilà, je prends mon kiff à rencontrer d'autres parieurs à l'international, enfin, des gens qui parlent espagnol, des gens qui parlent anglais. Enfin, c'est top quoi. Enfin, ça c'est mon kiff. Ça c'est mon kiff. J'essaye de transposer ma passion d'autres. Ça va être d'échanger, pareil, faire partie des trois étages sharp, c'est leur kiff. Leur kiff d'échanger avec le groupe des parieurs, le club secret des Sharps avec les meilleurs parieurs francophones qui sont dessus. Je pense à Antoine, à Robin, à Nico, de Suspicious Game, à Luigi, qui sont dans ce groupe privé secret où on échange tous les jours. Il y a des gens qui kiffent ça. Voilà. Donc voilà, moi mon kiff il s'est transposé maintenant et le plaisir il est toujours là, sinon j'aurais arrêté. Est-ce que tu as un parieur que tu respectes vraiment dans le milieu? Déjà, je respecte tout le monde. Tous ceux qui partagent mes valeurs, tous ceux qui sont transparents. Donc, tous ceux qui jouent le jeu de la transparence sur Bet2Invest et sur Blogabet, je vais les respecter. Sauf si tu m'as critiqué sur les réseaux sociaux et que tu t'es cru les meilleurs. Ça, t'as pas mes valeurs, même si tu certifies ton bilan. Et bon, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, je vais respecter ton travail, mais on va pas être copains. Évidemment. Donc, je vais respecter tous ceux qui ont une éthique, qui ont de la transparence et qui certifient notamment leur bilan. Après, s'il y a vraiment un parieur que j'admire et que je respecte et avec qui euh, aujourd'hui ça serait pas pareil si on n'échangerait pas, c'est Antoine Basket Cut que j'ai interviewé sur ma chaîne. Encore une fois, je vous invite à aller voir cette vidéo. On s'est rencontrés en 2019. Il vient de Nantes comme moi. On s'est rencontrés en vrai aussi. Et on échange tous les jours quasiment. Tous les jours.
on se booste, on s'entraide, on s'aide, on se partage des conseils, etc. C'est un parieur qui est monstrueux, sincèrement, d'un point de vue connaissance, compétences, mathématiques, précision d'ajustement des cuts. Waouh. C'est au point près, au 0,5 point près, il est ultra précis, il a quasiment tout le temps raison. C'est un parieur qui a plus de 50 000 pronostics à son actif. Et donc, à mon avis, on doit pas être loin des 100 000 maintenant de mémoire. Euh, il, euh, il est monstrueux et il m'a permis d'échanger avec lui, de garder ce feu sacré. Il m'a permis aussi de devenir un meilleur parieur, d'être plus fort mentalement, de comprendre plusieurs choses. Et c'est vraiment, je suis vraiment content de pouvoir échanger avec lui. Je suis vraiment content qu'on soit amis. Je suis vraiment content qu'on se soit rencontrés, qu'on soit de la même ville, du même pays, de la même langue. Parce que des fois, tu peux rencontrer un parieur de ce niveau et tu parles pas sa langue, c'est un chinois. Tu peux pas communiquer avec lui. C'est pour ça que je travaille l'anglais maintenant pour pouvoir rencontrer encore d'autres parieurs parce que t'as plein de gens qui ont plein de trucs à t'apprendre, les gars. Donc, pour ça que je vous dis, mettez votre ego de côté, écoutez. Vous allez rien apprendre de ce qui sort de votre bouche. Par contre, tout ce qui va rentrer de l'oreille, vous allez apprendre des choses. D'accord? Donc ça, retenez ça. Moi là, j'apprends rien là à débiter tout ce que je dis. J'apprends rien. C'est vous qui apprenez là. Ok? Par contre, moi, quand j'écoute les autres, et c'est pour ça que apprendre des langues, c'est aussi très important. Je parle l'espagnol, j'arrive à communiquer un peu en anglais, mais c'est pas parfait. Loin d'être parfait. J'aimerais bien parler l'anglais quand je parle l'espagnol, parce que tu ouvres les portes à des compétences et un savoir qui va rester jusqu'à ta mort. Et la chance d'avoir Antoine dans mon quotidien, qui m'a poussé à faire du volume, qui m'a poussé à parier sur des championnats de niche, voilà, qui m'a motivé, et on se motive, hein, quand on est en bad run ou quand on est en période un peu de frustration, on se booste et on est meilleur et on est meilleur et on est meilleur. Et d'ailleurs, on avait eu cette discussion un jour en disant, ah, mais est-ce qu'on devrait continuer à échanger parce que on, euh, on a, comment dire, on va perdre notre edge, quoi. Bah, en fait, on a continué à discuter et on a eu de très bons résultats. On a fait nos meilleures saisons, hein, ensemble en échangeant. Donc, c'est ça qui est paradoxal dans les gens qui veulent pas progresser, veulent pas rencontrer d'autres parieurs, veulent pas partager, veulent pas ouais, transmettre parce que ils ont peur de perdre leur edge. On n'est pas là en train de dire donne ta méthode pour que la personne ait copie-coller. Elle fasse une copie-coller. Non, non, non. On parle voilà, d'échanger, de partager des idées. Tiens, t'en penses quoi de ça, de ci, de hein, comment tu ferais ci, comment tu ferais ça. Et réfléchir ensemble. Donc voilà. Donc moi je respecte tous les parieurs qui ont mes valeurs, tous les parieurs qui certifient leur bilan. Et mais s'il y a vraiment une personne où ça serait plus la même chose si demain on pouvait plus discuter, c'est Antoine. Niveau paris sportif, niveau en plus il est dans le basket, ça serait pas pareil. Ça serait pas pareil et voilà. Euh, Est-ce que tu as déjà eu un client un peu chiant? Alors, j'en ai eu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appris à poser mes limites, à refuser certains profils, à fermer les portes, à limiter les places, à sélectionner. Parce que, ouais, ceux qui veulent des résultats immédiats, ceux qui doutent de tout, ceux qui veulent de l'argent rapidement, ceux qui veulent pas apprendre. euh, ouais, il y a des gens. Non, la personne qui me vient, bon, ouais, non, moi je suis pas intéressé par la formation, mais combien je peux espérer gagner? Est-ce que tu penses qu'avec 1000 euros de bankroll, je peux gagner 1500 euros par mois? Est-ce que tu me garantis que. Hop, bonne continuation à toi. Voilà. Là, je sais que euh, si je te dis la vérité et je te dis ce que t'as pas envie d'entendre finalement, peut-être que tu vas nous rejoindre, mais tu vas être là à me poser 20 milliards de questions. Dès qu'on va être un bad run, tu vas être là à te plaindre, etc., etc. Donc voilà, moi, ce genre de personnes de profil, j'en veux plus. Parce que c'est ceux qui vont te demander un remboursement derrière, c'est ceux qui vont jamais être contents, enfin, voilà.
Donc il y en a qui sont avec le temps que tu apprends que tu refuses. Voilà, c'est avant, tu pouvais me suivre quand tu voulais, tu t'abonnais, et voilà, maintenant c'est plus le cas. Maintenant, je choisis vraiment les gens avec qui je veux travailler. Donc, pour justement éviter ce genre de profil, parce que les gens veulent de l'argent rapide, facilement, etc., et pensent que tu es un magicien. Et ce genre de parieurs, de clients potentiels, c'est pas avec ceux que j'ai envie de bosser. Voilà, tout simplement. Ceux qui doutent de tout, qui posent plein de questions, que tu leur expliques et reposent les mêmes questions, et puis ils écoutent pas. Et enfin, voilà, c'est ceux qui veulent principalement des résultats immédiats rapidement, que après une semaine, si t'as pas gagné, ils viennent et ils te posent des questions, mais c'est normal, mais si, mais ça. Voilà, ça, maintenant, ça c'est terminé. Je, euh, je travaille avec ceux qui sont convaincus. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu des paris sportifs. J'ai fait plus de 30 heures de podcast dans le Dorado Show. J'ai certifié plus de 6000 pronostics. C'est bon. À un moment donné, si tu doutes encore, bah écoute, va voir ailleurs si j'y suis. Va suivre des gens qui te promettent de l'argent facile, etc. Et puis voilà, moi je sais plus quoi faire pour, entre guillemets, pas te convaincre, parce que j'ai pas à convaincre les gens, je m'en fous. Mais voilà, si tu doutes encore, moi je peux rien faire de plus pour te convaincre, entre guillemets, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Alors qu'est-ce que tu fais avec ceux qui te clashent? Alors ceux qui clashent, ceux qui les haters, on va dire, qu'est-ce que je fais avec eux? Je... Alors c'est drôle parce que des fois t'as envie de leur rentrer dedans quand même. Parce qu'en fait un hater il est dans la contradiction systématique. Il se contredit, 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 contredit tout le temps. Il est dans la contradiction. Il te critique sur un truc, tu lui réponds, il va te dire un autre truc, mais qui se contredit avec ce t'avait critiqué à premier temps, machin. Et en fait, tu te rends compte quand tu leur réponds que tu perds ton temps. T'arriveras jamais, entre guillemets, à les raisonner. Donc en fait, tu perds de l'énergie, du temps, ça t'énerve. Donc moi, je réponds pas, ou alors, enfin, j'ignore, ou alors à un moment donné, je bloque, quoi. J'ai pas de temps à perdre. Parce que c'est très drôle avec les haters, c'est que les mecs ils t'aiment pas, ils te détestent, ils te critiquent, mais ils continuent à regarder ton contenu, à regarder tes tweets, à regarder un peu tes trucs. Donc c'est là où déjà dans la contradiction, quoi. La contradiction, je t'aime pas, pour moi t'es nul, je te critique, t'es un escroc, etc. Mais t'es toujours là, en fait, à regarder mes vidéos, à regarder mon contenu. Y a pas un problème? Moi, quand il y a un truc que j'aime pas, et ça doit être la majorité d'entre vous, je zappe, hein. Hop, bon, bah, je regarde pas, je m'en fous. Voilà, mais je vais pas être là, ouais, t'es une merde, hein, machin. Triste, triste personne, quand même. Triste personne, des frustrés, des gens qui s'estiment peut-être meilleurs que toi et qui aimeraient avoir ton exposition, qui aimeraient avoir ta réputation, ta notoriété. Bah, pas de problème. Fais ce que j'ai fait pendant 15 ans. Ouvre ta chaîne YouTube, montre-toi, fais des heures de podcast, certifie tes résultats, et un jour, tu auras forcément, c'est mathématique, la réputation, si tu es compétent, que tu rêverais d'avoir. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, mais c'est ça qui est paradoxal chez le hater, quoi. Le hater, il, il- il t'admire dans le fond, en fait, finalement. Il te jalouse un peu. Voilà. Euh, Est-ce que t'as déjà été censuré, blacklisté ou menacé? Alors, blacklisté, oui, sur les bookmakers, les soft bookmakers, je me suis fait blacklister, évidemment. Menacé, oui, et ça, c'est très drôle. On me menace de arrêter de dire la vérité aux parieurs. On m'écrit en privé, arrête d'éduquer les parieurs, on va perdre en edge, on va perdre en value. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me menace pour vous dire la vérité. On me menace parce qu'il y a des gens, ils veulent garder leur edge, leur avantage, ils veulent pas que je partage les bons conseils pour que vous puissiez vous aussi gagner. Sauf qu'ils n'ont pas compris que c'est bien plus compliqué que ça. C'est, il y, a il y a des gens, aujourd'hui, j'enseigne dans les 3 étapes, des stratégies qui sont mathématiquement rentables à coup sûr. Ok. Malgré le fait que j'enseigne ces stratégies, il y a des gens qui n'arrivent pas à gagner de l'argent dans les paris sportifs. Et pourtant, elles sont mathématiquement rentables. C'est-à-dire que c'est plus complexe que euh, dire les choses.
Ouais, parce que derrière, il y a l'application, derrière, il y a la psychologie, derrière, il y a la rigueur. Donc je peux dire tout. Je peux donner mon algo si vous voulez. Bon, je vais pas le faire, je suis pas fou, mais je vous donne mon algo, il y en a qui n'arriveront pas à gagner de l'argent. Pourtant, je vous ai tout donné pour en gagner. Donc, ceux qui ont peur, en fait, encore une fois, de perdre un avantage, de toute façon, le marché va s'équilibrer tôt ou tard. Qu'à un moment donné, ton edge, il va se réduire. Il va falloir que tu t'adaptes. Et ouais, c'est comme ça les paris sportifs. Et c'est ce qui fait que c'est difficile et que ça peut être usant pour certains, parce qu'il faut toujours se réinventer, se réadapter, etc. Donc en fait, que je partage ou je partage pas, et si aujourd'hui je peux partager, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été généreux et qui ont partagé des conseils quand j'avais 18 ans. Ce soit des Anglais, des Américains, des Espagnols qui m'ont partagé de bons conseils. Voilà. J'ai pu gagner, ils continuent à gagner. Voilà. On s'est tous adaptés. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ouais, j'étais blacklisté des books. Et puis, j'ai été menacé de partager de trop bons conseils. Ça peut surprendre certains, mais moi, ça m'étonne pas quand tu es dans un milieu très individualiste et égoïste où les gens veulent garder tout pour eux. Ne veulent pas, par exemple, il y en a, ils refusent de partager mon contenu et mes podcasts sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont se dire merde, c'est trop des pépites. Du coup, j'ai envie de garder ça pour moi, je ne partage pas. Et ouais. Et c'est comme ça, hein, les gens sont très individualistes. Et je peux comprendre, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, c'est quoi le vrai problème dans le milieu des paris sportifs? Oh là, on va passer 20 ans aussi. Le vrai problème dans le milieu des paris sportifs, ouah, l'absence de transparence, l'ignorance des parieurs, une industrie basée sur le mensonge. On applaudit et on suit, on follow, on like, on retweet ceux qui te vendent du rêve et qui mentent. Le parieur qui a envie d'argent facile, qui a pas envie de se remettre en question. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, et je pense que le vrai problème dans ce milieu, c'est l'ego. Je pense que si on réfléchit un petit peu tout ça et on essaye de reconnecter les points, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est à l'ego. L'ego où les gens veulent pas accepter que ce soit plus difficile de ce qu'ils peuvent penser. Le fait que leur ego, ils prennent tout personnellement. Ils se disent, bah, si j'y arrive pas, c'est pas parce que je suis nul. Euh, c'est pas de chance. Enfin, pour moi, il y a beaucoup. Donc, on reste dans l'ignorance parce que si je me forme ou j'apprends ou j'écoute un podcast, c'est que je suis pas assez bon. Donc, l'ego. Euh, je certifie pas mon bilan, je suis pas transparent parce que j'ai peur qu'on voit que je sois perdant. Ego. Peur de se faire critiquer, ça je peux l'entendre. Enfin voilà, je pense que le vrai problème dans ce milieu, c'est l'ego. Mais après, il y a trois piliers, l'absence de transparence, l'ignorance des parieurs qui veulent pas apprendre et qui pensent que connaître le sport c'est suffisant, et une industrialisation du mensonge. Voilà. Ça me semble être les principaux problèmes. N'hésitez pas à rebondir dans cette vidéo sur tous les sujets que j'ai pu aborder, de me donner votre avis. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, avec grand plaisir. Et dernière question, est-ce qu'on peut devenir parieur professionnel aujourd'hui? Euh, j'ai envie de vous dire que oui. Alors après, c'est plus dur qu'avant. Alors à la fois, c'est plus dur, oui et non. En fait, ça dépend quel type de value, de stratégie vous avez mis en place. Vous prenez des values objectives ou subjectives. Si vous prenez des values objectives, ça va être plus facile qu'avant. Si vous prenez des values subjectives, ça va être plus difficile qu'avant. Mais la value subjective va vous permettre de durer plus longtemps aussi, potentiellement. De ne pas avoir de limitation de compte, etc. Je pense que associer les deux vous rend les choses plus simples, potentiellement. Bon, même pas potentiellement, c'est que si tu fais de la value objective comme moi je peux faire et de la value subjective, ça te facilite les choses, très clairement. Après, ça va être de plus en plus dur, c'est pour ça qu'il faut agir maintenant. C'est plus dur aujourd'hui qu'il y a 10 ans, c'était plus dur il y a 10 ans que 10 ans encore avant. C'était plus dur à l'arrivée d'Internet qu'avant Internet, etc. Et ça va être plus dur avec l'IA qu'avant l'IA. Donc
C'est pour ça qu'il faut s'adapter, toujours se mettre à jour, se former, apprendre, bien s'entourer pour avoir les derniers conseils, les dernières pépites, les derniers outils, dernières informations, les dernières tendances, etc. Euh, Ça a demandé du travail, ça a demandé de la patience, ça a demandé de la rigueur, ça a demandé du réseau, ça a demandé évidemment une bankroll, donc bien gérer ses finances. Ça a demandé d'apprendre, ça a demandé de mettre en place une stratégie, d'être patient. Tu vas pas devenir pro en 6 mois, en 10 ans tu peux, 5 ans tu peux, si tu bosses bien, si tu mets en place des actions. C'est un vrai métier, il y a une vraie formation derrière. Euh, Certains n'y arriveront pas, parce que c'est pas fait pour eux. Faut... Si vous voulez devenir parieur professionnel, il faut avoir une vision, je pense, de 10 ans. En fait, tout dépend de votre niveau actuel. Là, je parle de 10 ans si vous êtes vraiment un putain de débutant. Vous n'avez jamais fait de pari. Je pense qu'il faut au moins 10 ans. Parce qu'en fait, enfin, au moins. Ouais, je pense 10 ans, c'est une bonne. Ouais, vous avez 10 ans, vous êtes accompagné, vous êtes suivi par quelqu'un qui a réussi, qui vous donne les conseils, qui vous dit fais ci, fais ça, gère ton argent comme ça, fais ci, mets en place telle stratégie, teste, fais à blanc, machin, apprends ci, apprends ça. Ah, mais ta psychologie, elle est comment? Ok, ta. Euh, 5-10 ans. 5-10 ans. Tout dépend encore de la vie. Parce qu'après, il faut penser comment je vais réagir, qu'est-ce que je vais faire quand il y aura 2 mois sans gagner d'argent. Il faut que tu aies un fonds de sécurité à côté. Donc, et tout ça, ça se prépare. Fonds de sécurité, tu l'as pas du jour au lendemain, un claquement de doigts. Donc en fait, c'est limite un plan d'action à mettre en place sur 5 à 10 ans si tu veux devenir professionnel. Et faut anticiper et préparer tous les scénarios. Parce que quand tu vois vraiment la réalité, si t'es pas prêt, tu veux. Voilà. Le stress que ça engendre, le doute permanent, etc. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Par contre, pour des personnes, pour eux que ça soit pas fait d'être pro, semi-pro, ça peut être possible. C'est-à-dire que vous avez votre travail à temps plein. À côté, vous faites du pari sportif pour arrondir vos fins de mois, ou faire peut-être 500 000 euros, voire plus, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez. Voilà. Là, moi, je parle vraiment pro. Ah, vous avez plus de travail à côté. Là, c'est vraiment une planification long terme. Voilà. C'est pas impossible, mais c'est très difficile et c'est pour ça qu'il y a peu de parieurs qui arrivent dans le monde entier à en vivre. Ça demande énormément de sacrifices, de travail et c'est quelque chose qui se prépare. Moi, ça a été un objectif dès que j'ai commencé les paris sportifs. Peut-être pas direct dès le premier pari, mais j'ai quasiment très rapidement dit je veux faire de ma vie, je veux faire ça. Et en fait, dès mes 17-18 ans, j'ai construit quelque chose pour pouvoir y arriver. Sur le long terme. Ouais les amis, grosse émission avec les questions que beaucoup de parieurs veulent pas répondre. J'ai essayé de répondre de la meilleure des manières possibles. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une deuxième partie, on verra les questions qui vont découler de cette vidéo pour voir s'il y a moyen de faire une deuxième partie. Mais je pense que j'ai déjà répondu à pas mal de questions qu'on m'a posées ces 15 dernières années. En toute transparence, honnêteté, en essayant toujours de vous apporter de la valeur. Et voilà les amis pour cette vidéo. Ceux qui veulent rejoindre les 3 étapes Sharp, n'oubliez pas que vous pouvez réserver votre place. Le lien il est dans la description. Vous avez juste à laisser votre email, votre prénom, votre numéro de téléphone. Vous avez 3 cadeaux qui vous attendent. Je vous laisse aller les découvrir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Dorado Show. Bonne chance pour votre semaine pronostic, votre week-end pronostic, peu importe quand vous écoutez cette émission. Mais en tout cas, bonne chance. Je vous souhaite un maximum de gains. Un grand merci à tous pour votre soutien, votre partage, votre confiance. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission du Dorado Show. Ciao, ciao.